apéro de la rentrée en partenariat avec tous les incubateurs et accélérateurs d'Auvergne. Juste pour vous rappeler ce que sont les apéros, ça a été initié, il y a un des initiateurs qui est là il y a quelques années en arrière par en fait des citoyens et entrepreneurs engagés sur le territoire qui voulaient en fait promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat partout en Auvergne. Donc c'est des formats c'est une marque déposée par la marque Auvergne, qui est la marque territoriale de l'Auvergne. Il y en a à peu près, il y en a partout en Auvergne, il y en a à Murat, il y en a à Aurillac, il y a ceux de Rion qui arrivent, ceux des Combrailles, ceux de Moulins, ceux de Monistrol, je dis il y en a au Puy, enfin bon bref, il y en a de partout. Et le format, il est très simple, c'est de donner la parole à des porteurs de projets, peu importe si c'est en émergence et que c'est le tout début du début de l'idée, ou des projets qui sont plus avancés. Le but, c'est la même chose pour tout le monde, c'est 3 ou 4 minutes quand on est un peu cool, pour présenter le projet les mains dans les poches. Des petites questions, s'il y en a. Et puis après, vu que les gens, parfois, ils ont des questions, mais ils n'osent pas lever la main parce que ça fait peur de poser des questions, et ben il y a un temps d'apéro qui permet d'aller voir les personnes avec qui on a envie de continuer d'échanger. Donc là, vous avez quand même la chance ce soir d'avoir 5 porteurs de projets et tous les incubateurs qui sont là aussi et les accélérateurs. Je vous demanderai de lever la main pour que vous soyez un petit peu identifiés au moment où vous passez. Voilà à peu près. Et donc, vous pourrez les remercier puisque c'est eux qui vous payent l'apéro ce soir. Avant de débuter, parce qu'on est dans un super lieu qui s'appelle l'Aigo Café et on les remercie tellement de nous accueillir, on va leur laisser la parole parce que, je ne sais pas si vous connaissez ici, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien de connaître. Voilà, ça fait partie de... Voilà, je fais une phrase forte. Voilà, et puis c'était tellement une merveilleuse manière d'introduire. Donc je te laisse la parole. Par contre, tu n'as pas plus de temps que les autres, c'est-à-dire 4 minutes. 4 minutes, mais j'allais peut-être sauter. Et quand je commence à faire comme ça, c'est qu'il faut s'arrêter. Pas de souci. Voilà, Bon, déjà, on est ravis de vous accueillir ce soir, donc merci d'être venus. Donc je vais être bref pour vous expliquer ce lieu. C'est un lieu complètement hybride. À la base, on est une agence conseil RH et management où on accompagne les gens à révéler leur potentiel et à bien se connaître. Vous êtes entrepreneur, la clé c'est de bien vous connaître, d'avoir les fondations solides pour justement créer votre projet et bénéficier de toutes les structures qui sont présentes ici pour vous accompagner. Donc après, on fait beaucoup d'événementiels, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Il y a plein d'événements qui pourront vous servir dans le cadre de vos projets. C'est souvent gratuit de bénéficier de nos accompagnements. Et si vous n'avez pas encore de lieu ni de bureau, vous pouvez venir travailler. On a des salles à la location. Donc vous êtes les bienvenus. Il y a toute une équipe qui sera là pour vous accueillir, toujours avec le sourire. Et puis on vous souhaite bonne chance dans tous vos projets et avec plaisir de découvrir tout ça. Voilà, bienvenue. Alors là, je vois des gens qui sont un petit peu entassés vers la porte. Vous avez un petit moment pour venir vous entasser là. Et alors, on va pas faire comme... Du coup, les pitchers, il faudra bien faire ce mouvement de balancier pour permettre de regarder également les gens qui sont sur la droite. Allez-y, allez-y. Faufilez-vous, personne ne vous voit. Il y a des petites places là, vous pouvez prendre un petit fauteuil. Enfin, vous voyez, faites juste attention au micro et tout le matos, quoi. Mais voilà, il y a les 2 fauteuils qui s'avèreront... voilà, comme ça... Voilà. Donc c'est parfait. En termes de timing, on essaye toujours de commencer les apéros pas trop à la bourre parce que y a des gens qui après rentrent chez eux et vont manger, dîner, tout ça, et ils ont le droit. Donc c'est un after work. Donc là on va commencer avec alors ce qui s'affiche. Du coup, le premier projet qui est donc Reflex Time avec Cynthia Rousseau et Thomas Pisano. Et donc ça, c'est le projet Clermont-Auvergne Pépite et Square Lab. Est-ce que Clermont-Auvergne Pépite et Square Lab peuvent montrer... Voilà. Donc si vous voulez aller leur parler, ils sont très sympas. Ils sont là à votre disposition si vous voulez aller échanger avec eux sur vos projets après. Reflex Time, je vais essayer de pas trop divulgacher, mais premier pod adapté à la réduction motrice pour les professionnels de santé. Rééducation. On n'est pas sur de la rééducation. Voilà. Une solution 100% adaptée au kiné. Ça, j'ai pas trop dit.
Et donc du coup, vous êtes, vu que vous êtes deux, je vous donne vraiment 4 minutes. Et puis, écoutez, il faut se mettre là, le micro est ici, vous parlez, allez-y, c'est votre moment. On avait prévu un format un peu plus long. Et non, mais alors, il faut se mettre... Ah oui, alors en fait, c'est vrai le problème. Hop, c'est bon. Vu qu'on devait parler Score Lab et Pépite, on avait pris un peu plus long. Ah, oui, oui. Et donc voilà, et après, on donnera la parole aux incubateurs. Il y a une partie qui s'appelle Open Micro et qui permet à tout le monde de prendre la parole. Juste, tu dis qu'on a eu... Bon, du coup, on va imputer Pépite. Non, il a fallu prendre une décision et du coup, désolé Betty. Tu nous en voudras pas. Donc, bonjour à tous. Nous sommes donc, Cynthia et Thomas, les fondateurs de Reflextime. C'est avec plaisir que nous sommes présents ce soir pour témoigner de notre expérience autour de l'entrepreneuriat. Donc notre histoire, Cynthia et moi-même, commence il y a maintenant 2 ans de ça, lors de notre intégration à la spécialisation culture startup dans le cadre de notre master à l'école de commerce. Je suis venu avec une idée en fait à développer. C'est un outil qui permet de travailler ses performances cognitives et plus particulièrement ses réflexes. Donc en fait c'est un prototype que j'avais réalisé on va dire tout un été dans le garage de mes parents il y a 4 ans de ça, et donc j'ai amené ça durant nos études. Et avec Cynthia donc, qui est arrivée sur le projet, on a décidé de travailler ensemble dessus pour faire émerger cette idée. Donc à la suite de la spécialisation culture startup et après des études, une étude de marché prometteuse, on a décidé donc de continuer l'aventure au sein de l'incubateur du Score Lab. Lab. Donc le Score Lab nous a accompagnés dans les premiers pas de Reflextime. Concrètement, il nous a donné accès à un socle de formation indispensable à notre développement, de l'élaboration du projet jusqu'au premier pas en tant que chef d'entreprise. Nous avons plusieurs interlocuteurs et notamment Quentin qui assure notre suivi. Un suivi personnalisé, on va aborder différentes thématiques, que ce soit de la structuration d'un business plan, également nous coacher sur de la prise de parole, ou ça peut être diverses thématiques d'échange d'idées ou de nos doutes. Un autre élément élémentaire dans la progression d'un entrepreneur, c'est la recherche de financement. Et pour ça aussi, le Score Lab nous a bien accompagnés. C'est d'ailleurs il y a 2 ans, en intégrant le Score Lab, qu'on a obtenu nos premiers financements, nos premières bourses. Donc la commission, premièrement, nous avait attribué une bourse de la fondation ESC, donc d'une valeur de 6 000 €. Par la suite, on a obtenu d'autres bourses, telles que le Crédit Agricole de 2 000 €, qui est d'ailleurs partenaire de l'incubateur. Puis on a eu le FMI ou encore le dispositif Startup & Go. Ça nous a permis de nous donner un gros coup d'élan pour continuer l'aventure Reflextime. Puis ça nous a permis de réaliser une étude de marché, notre premier POC, donc un premier prototype on va dire, et également d'être entouré de professionnels qui nous suivent jusqu'à maintenant pour la mise sur le marché de notre produit tout simplement. Et en parallèle, en fait, on avait aussi été suivi par Pépite. Bon, par manque de temps, on va pas trop pouvoir en parler. Bon, voilà. Merci surtout à Betty pour le suivi qu'elle nous a apporté. Et puis aux différents concours, on a gagné un concours durant l'année. Donc le prix étudiant entrepreneur. Et à l'intérieur, on a eu le prix Pépite Auvergne. Voilà. Et il y a un autre concours qui... voilà. On ne sait pas encore les résultats, qui arrivera bientôt. Suspense. Donc oui, grâce à ces 2 années riches d'expérience de notre travail, des personnes qui nous ont suivis, qui nous entourent et nous soutiennent encore, c'est avec fierté qu'on vous présente en fait l'évolution de Reflextime. Donc pour vous remettre le contexte, depuis la phase d'idéation et de prototypage issue d'un garage auvergnat, de notre étude de marché et nos retours terrain, nous avons identifié un besoin dans le monde du paramédical. Nous avons été en immersion auprès des professionnels de la rééducation pour comprendre leur quotidien. Et de cette expérience terrain, 2 constats émergent. Le premier constat a été fait par les praticiens eux-mêmes, celle de la corrélation de la motivation et de l'efficacité de la rééducation. Il est important
d'être motivé, de mobiliser son attention et sa motivation pour avoir une rééducation efficace. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est dans la pratique du praticien, c'est une évolution qui est mise en marche, une prise de conscience, celle d'intégrer une dimension cognitive et psychologique à leur exercice. D'ailleurs, des études ont été menées prouvant l'efficacité d'allier la motricité et l'aspect psychologique. Fort de ces deux constats, nous avons itéré et travaillé sur ReflexTime. Donc on propose une expérience de rééducation immersive. Donc nos ReflexTime, qui sont des bases interactives et connectées, permettent de mobiliser n'importe quelle partie du corps, que ce soit pour des problèmes pathologiques, d'articulation ou encore de cognition. Notre outil est ludique et ergonomique et permet de travailler les différents sens, que ce soit l'ouïe, le toucher et la vision. Il permet également une meilleure assimilation de la rééducation pour le praticien. Actuellement, le produit en est à la phase de prototypage fonctionnel et nous allons rapidement commencer la commercialisation au début 2023. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ReflexTime, on vous invite à nous suivre, suivre l'actualité sur LinkedIn. Et bien là on arrive pour répondre. C'est comme au théâtre, on fait une sortie, on revient. Voilà. Alors pour moi c'était 5 minutes 40, c'était pas 4. Mais c'est parce que vous avez tellement bien commencé avant de ce faire-là. Merci. Il manquait le pitch de ReflexTime. Eh oui. Le dire. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet? Concrètement, ça se présente comment? C'est un objet? C'est une appli? C'est quoi le... On avait préparé un PowerPoint malheureusement. Oui, on est dans la pro. Concrètement, c'est un kit de 4 pods. Donc, des bases qui font comme ça à peu près. Ouais, c'est à peu près. Ce sont ce sont en fait des petites bases, on va en avoir 4 qui sont connectées entre elles en Bluetooth. Et en fait, sur ces bases, d'une part, il va y avoir de la couleur qui va en sortir, une multitude de couleurs, des icônes, donc ça peut être des lettres, des chiffres, des flèches, des formes, etc. On peut aller même plus loin, et également du son. Donc voilà, et ça fait à peu près cette taille-là, et ça peut s'empiler pour se recharger, et également pour le disposer à un endroit. C'est piloté par une application mobile. Et c'est de cette application mobile en fait que le praticien, suivant son diagnostic, va identifier la pathologie à travailler ou la cognition et va lancer justement le programme. Et donc les fonctionnalités peuvent être individuelles ou peuvent être justement intégrées ensemble. Ça c'est juste un petit c'est un POC quand on va dire, c'est un travail voilà. de prototype. Ça fait à peu près cette taille-là. Voilà. Mais c'est pas la forme finale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, et donc en fait tu le poses et selon ça va s'allumer à droite, à gauche et ça va permettre de... Voilà, en fait tu le disposes où tu veux, donc tu en as 4 comme ça, tu disposes où tu veux, un là, un là, un là, et après sur l'application, par exemple les lumières s'allument aléatoirement, tu vas toucher là, elle s'éteint, il y en a une autre qui va s'allumer là, et il y a aussi des kits à l'arrière pour les accrocher au mur, donc il va y avoir des ventouses par exemple pour les accrocher sur des vitres, de l'aimantage pour le mettre sur des barreaux, ou bien des sangles pour les mettre autour de poteaux. Encore une fois, la version lumineuse, c'est la version vraiment basique. On va travailler d'autres fonctionnalités. Enfin, on travaille. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes à quelle phase du projet? Vous parlez de POC, mais c'est mis en place chez des praticiens? Vous avez déjà une idée du modèle économique? Oui, on a une idée du modèle économique. Actuellement, là, on est vraiment dans la phase du prototypage fonctionnel. Donc, on travaille à la fois sur les designs, sur les composants qu'on vient y intégrer. En parallèle, on travaille avec une communauté de professionnels de santé, des kinés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, avec lesquels on va travailler le contenu qu'on va intégrer dans l'application. On a déjà l'application mobile. Après, le business model, actuellement, on est sur la vente du kit. Et on va aussi mettre une forme d'abonnement pour un accès de contenu un peu plus spécifique, un peu plus poussé. Sur l'application mobile. Parce que depuis l'application, vous avez une batterie d'activités? Oui. De toute manière, le praticien, quand il va acheter, il aura déjà des exercices clés en main. Il pourra déjà l'actionner, il pourra créer des exercices aussi. Il y aura un répertoire d'exercices qui sera déjà sur l'application. Et derrière, il pourra créer ses propres exercices et également les proposer sur l'application au niveau communautaire pour les proposer à d'autres praticiens.
Et c'est d'ailleurs ça qu'on pourra mettre... qu'on souhaite développer aussi une communauté d'échange de pratiques. Et du coup, pour qu'on garde le timing et que je vous ai un petit peu frustré parce que vous aviez une présentation, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus sur Reflex Time, on fera un petit coin Reflex Time avec un ordi et la présentation. Avec, vous pourrez toujours boire un verre, il n'y a pas de souci, pour que vous puissiez montrer peut-être de manière plus visuelle. Concrète, ouais. Et puis suivez-nous sur LinkedIn, ça s'écrit comme ça, Reflex Time. C'est bien. Il perd pas le nord. Eh ben, merci beaucoup Merci. Reflex Time. Alors là, c'est un petit peu le moment où... Est-ce que ça zappe? Ouais, et pause. Ah bah voilà, hop, Covid. Donc là, c'est le deuxième projet. C'est donc... J'ai pas ma petite fiche qui est là-bas. C'est l'incubateur Le Damier, incubateur des projets de l'industrie culturelle et créative, qui sont... Ils sont où? Ils sont là. Ils sont là. Donc si vous voulez aller leur parler, pareil, eux, ils sont hyper sympas. Enfin, ils sont tous très sympas. Et donc, on va laisser la parole à Maxime. L'idée, en fait, de présenter le projet. Et après, en effet, puisque là, c'est un spécial incubateur, accélérateur, parfois, on se dit, mais à quoi ça sert d'être accompagné? Je sais très bien où je vais. Ça... on se rend vite compte que dans la vie, non. Hein. Et du coup, en fait, présenter ton projet et puis pouvoir expliquer aussi qu'est-ce que ça fait d'être incubé. Ok, je commence par le projet lui-même. Ouais, par le projet lui-même, parce que c'est là qu'il y a un peu de mystère. Et après, sur l'accompagnement. Et donc, tu as 4 minutes. Je me mets là-bas. J'ai 4 minutes pour le projet, plus le dernier. 4 minutes et demie, 5 minutes. C'est gentil, voilà. merci. Donc, je vais commencer par le projet. Par le projet, go. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de ça. Alors non, je ne vais pas vous lire un manuel de télécommande, hein, rassurez-vous. Si je vous parle de ça, c'est juste pour illustrer un symbole, en fait, qui est qu'on perd tous, chacun, à peu près entre 20 et 25 minutes par jour à essayer de trouver un contenu sur nos écrans qui nous corresponde. C'est à peu près ça la moyenne aujourd'hui. Ça a même encore explosé avec le Covid et c'est encore en train d'exploser. Donc je pense que je peux vous parler de certaines situations qui vont vous parler, comme... le fameux conflit du vendredi soir en famille pour trouver un film qui convienne à tout le monde, ou le fait de passer une demi-heure comme ça pour lancer au final un contenu qui ne nous correspond pas vraiment, ou pire, le fait de carrément éteindre et de se dire j'arrête mon abonnement de Netflix, je vais peut-être reprendre Colombo, on ne sait jamais, même si c'est un peu vieux. L'idée c'est de répondre à tout ça, et le constat en fait qu'on se rend compte, c'est qu'on a tous tendance à regarder les mêmes choses. Il y a environ 2000 contenus différents qui sortent tous les mois sur toutes les plateformes de VOD en France. Le top 500, c'est 95% des visionnages. Donc il y a 1500 œuvres qui passent à la trappe tous les mois. C'est pas parce que c'est des œuvres qui sont moins bonnes que les autres, c'est parce qu'elles sont pas assez mises en valeur et parce que l'offre est tellement gargantuesque qu'on s'y perd tous dans ce méandre-là, en fait. Donc le but, c'est de trouver une solution à tout ça et de vous permettre justement d'éviter de perdre ce temps-là. Et du coup, on développe une application mobile autour de 2 axes. Le premier, c'est un réseau social. L'ambition à long terme, c'est de devenir le premier réseau social qui soit véritablement dédié à la découverte culturelle. Donc tout dans l'application va être fait pour qu'en 2 clics, vous puissiez partager ce que vous regardez et ce que vous en pensez de manière ludique à vos proches ou à votre communauté. Et toute l'application va être pensée autour de ça et uniquement autour de ça. Ça ne va pas être un réseau social généraliste comme il en existe tant. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est qu'on va développer un moteur. On développe un moteur de recherche. Je vais plutôt appeler ça un moteur de découverte, en fait. Parce que l'idée, c'est de pouvoir classer les œuvres non pas par genre, mais par rapport à vos ressentis, émotions et humeurs du moment. Donc l'idée, c'est qu'on a aujourd'hui, on a un groupe de premiers utilisateurs potentiels avec lesquels on est en train de faire une sorte de cartographie d'émotions, de tout ce que vous pouvez ressentir après avoir vu une œuvre ou des humeurs dans lesquelles vous pouvez être avant de commencer à regarder quelque chose. Et en fonction de ça, on va faire toute une iconographie, tout un graphisme en gros, pour vous permettre d'évaluer une œuvre autour de ça, de la partager évidemment à votre communauté, toujours autour de ces critères, et d'avoir un nouveau moteur qui vous permette de répondre en gros à ces humeurs-là et à cet instant-là, selon que vous ayez 1 heure pour regarder quelque chose qui vous apprenne des choses, ou qui vous divertisse, ou le film en famille, et qui répondent vraiment à ce contexte et à cette situation-là.
Donc toute l'application va être autour de ça. Et du coup, cette idée-là, elle a germé, ça fait 1 an maintenant que je travaille dessus. Je suis rentré au Damier à la promo Ubique 2022 en octobre de l'année dernière. Donc ça s'est arrêté en juin, mais je continue d'avancer avec le Damien avec eux. Au passage, je ne peux que encourager les candidats potentiels à aller vers ça, parce que c'est vraiment génial comme expérience. C'est trop court, mais c'est génial. Et du coup, aujourd'hui, le développement continue. L'objectif, c'est de sortir la première version de l'application fin 2022 ou tout début 2023. C'est l'espoir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et voilà, en gros, pour faire un peu court. Ça te va ou... Ça fait même pas 4 minutes. Okay. Du coup, est-ce qu'il y a des questions pour Maxime? Comment tu vas enrichir ton... Enfin, tu dis qu'il y a plein de plateformes. Parle plus, excusez-moi, est-ce que vous pouvez poser la question un petit peu? Il y a plein de plateformes, et comment tu fais pour screener tout ce qui se passe sur les plateformes? Il y a des API qui existent? Ouais, il y a des services en fait qui sont plus orientés B2B qui te permettent de récupérer tous les différents catalogues en fait. Donc moi je vais utiliser ces services-là pour avoir le catalogue. Après on lit pas, tu liras pas l'œuvre dans l'appli, tu seras renvoyé vers la plateforme que tu utilises. Mais moi je récupère le catalogue comme ça, les catalogues comme ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme sur un Netflix, que ton appli nous enferme dans une sorte de bulle? C'est-à-dire quand tu es bien... On pense connaître nos goûts, après on n'arrive pas à sortir des propositions de... Alors justement, l'idée c'est d'avoir un algorithme de recommandation qui se base sur ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc l'idée c'est que si tu vas aimer tel ou tel type d'œuvre ou tel type d'émotion, au milieu des recommandations, on va mettre des choses qui te correspondent un peu moins pour voir si justement potentiellement ça peut te plaire ou pas. Et tant que tu ne m'as pas dit véritablement non, ça j'en veux pas, ben, potentiellement de temps en temps je vais te le proposer juste pour t'inciter à la découverte et pas rester fermé sur un groupe particulier et sur un type d'œuvre particulier. C'est vraiment ça l'objectif. Il y avait une question ici, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Si j'ai bien compris, en fait, ça veut dire que proposer une autre façon de regarder les programmes TV en vous basant sur des émotions. Ouais, c'est ça. Moi, ma question, c'est comment est-ce que vous faites justement pour discerner l'émotion de l'utilisateur en fait? Alors on la discerne pas en direct, hein, on n'a pas, c'est pas, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas filmé, il n'y a pas de, non, on n'est pas là-dedans, on est dans le ludique, on crée en fait, on va faire un panel en gros d'émotions qui sont les émotions qui ressortent le plus en gros, et en fonction de ça, on va faire tout un parcours graphique et ludique où en gros on va vous demander vous de parler de vos émotions et de les symboliser via ces graphiques-là. Mais non, c'est pas Big Brother, donc on n'est pas, il n'y a pas de captation de visage ou quoi que ce soit, et c'est pas le but. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'appli? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui est prévu derrière? Ouais, il y a un modèle économique. Alors, il y aura forcément un peu de pub ciblée, ce qui n'est pas le but absolu, parce qu'on veut garder un peu un côté éthique. Mais il y a ça d'un côté. On va aussi proposer en fait justement des statistiques à tous les professionnels de la profession, aussi bien producteurs, scénaristes, parce qu'ils n'ont aujourd'hui aucune donnée. Des fois, ils n'ont même pas le... En gros, quand ils ont une donnée aujourd'hui, c'est le taux de visionnage et encore. Donc ça leur permettra d'avoir enfin un vrai retour sur ce que les gens pensent de ce qu'ils produisent. Et après, l'idée aussi, c'est de proposer à des marques de pouvoir créer leur profil, vu que c'est un réseau social, et de pouvoir lier des œuvres à leur valeur et à leur engagement pour justement illustrer un documentaire ou enfin tel ou tel type d'œuvre et utiliser toutes ces œuvres-là pour illustrer leur engagement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les marques, les utilisateurs sont vraiment en attente au sujet des engagements d'une marque en particulier, donc ça va leur permettre de le faire aussi. Moi, j'ai juste une dernière question. Le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de VOD qui vont être sur des plateformes qui sont payantes. Alors, VOD, on fera VOD et télé-replay. Donc, en gros, télé-replay, c'est gratuit. Et VOD, en gros, on va vous demander au départ à quoi vous êtes abonné, parce que malgré tout, on est tous abonnés aujourd'hui, la moyenne, c'est plus de 2 plateformes par utilisateur, et encore, il y en a 1 sur 2 qui ne paye pas d'abonnement. Le partage d'abonnement, c'est 1 personne sur 2. Donc voilà, on est tous abonnés quand même à plein de choses. Et potentiellement, peut-être qu'on vous proposera des choses d'une plateforme qui est un peu moins connue, mais qui peut vous correspondre plus et qui, à terme, vous fera basculer
ça peut faire partie du panel. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Eh bien, dans ce cas-là, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc pareil, Maxime est à votre disposition dans le côté du stand cookies. Si vous voulez lui parler après, mais il est possible qu'il se déplace. Ah, je suis avec les cookies, moi, ça c'est bien ça. Alors, hop, donc là maintenant on va laisser la parole donc à ScreenAct. Donc ScreenAct incubé. Non. J'ai pas réussi à mettre pause. Oh et là il y a le truc qui... Voilà. On revient en arrière, voilà. Hop, on l'attrape comme ça et c'est bon. Donc ScreenAct est incubé chez Busy. Est-ce que Busy, vous pouvez lever la main pour qu'on vous reconnaisse? Je ne sais pas si on dit Busy ou Busy. Busy. Alors, donc Busy parce que c'est B-U-S-I. Du coup, c'est pas complètement voilà, surprenant. Et donc c'est ScreenAct, c'est une start-up française qui a été fondée en 2021 par Sébastien Mouret que nous allons accueillir d'ici quelques instants et qui met en relation des essais cliniques et des gens, mais bon je vais pas dire plus parce que après autrement je te pique ton pitch. Et puis bah, pareil, donc présenter ce que ScreenAct et peut-être aussi qu'est-ce que ça apporte de faire une incubation dans le processus du développement d'une entreprise et d'une start-up plus particulièrement. Donc, bon, vu que maintenant on râle quand je dis 4 minutes, du coup, c'est 5 minutes avec l'incubateur. Ok, donc voilà, c'est à toi Sébastien. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens ici, vous pouvez les regarder de temps en temps. Oui, c'est pas forcément. Ça fait un beau 300. Hein. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est effectivement Sébastien Mouret. Donc, j'ai été incubé par Busy by Clermont Auvergne Innovation. Et en fait, moi, je suis parti d'un constat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 95% des patients atteints de cancer qui n'accèdent tout simplement pas aux essais cliniques. Et en fait, c'est extrêmement paradoxal parce que de l'autre côté, vous avez l'offre en essais cliniques qui a doublé en 10 ans, avec des coûts qui ont explosé, qui ont été multipliés par 3, pareil, dans le même laps de temps. Et surtout, c'est que les laboratoires ont du mal à recruter des patients. D'un côté, vous avez des patients atteints de cancer qui en plus sont volontaires majoritairement, parce que ça représente pour beaucoup d'entre eux un espoir. Et surtout, c'est que les patients qui sont touchés par la maladie ont souvent envie quand ils ne peuvent pas accéder à des essais cliniques, ne serait-ce que témoigner de leur maladie et de filer un bout de leur tumeur pour que ça fasse avancer la recherche, il n'y en a pas un qui va vous dire non. Et en fait, cette problématique qui existe aujourd'hui, c'est d'un côté des promoteurs qui ont des essais cliniques disponibles, qui ont du mal à recruter. 9 essais cliniques sur 10 n'atteignent pas leurs objectifs de recrutement dans les délais. Ça double les délais, ça coûte de plus en plus cher. Et ça, en fait, cette problématique, elle est liée, évidemment, à une structuration, on va y revenir, mais surtout au fait que c'est devenu tellement plus complexe aujourd'hui le cancer. On est sur des thérapies géniques, on va au cœur de la cellule. Et donc pour trouver des profils génétiques, des profils vraiment spécifiques d'un cancer, c'est extrêmement difficile pour trouver les candidats. Et en plus, vu que l'offre d'essais cliniques est majoritairement concentrée dans les CHU, si vous n'avez pas la bonne maladie dans le bon endroit, vous n'avez pas d'essais cliniques disponibles. Donc partant de là, je me suis dit, c'est complètement idiot. Et en plus, aujourd'hui, l'essai clinique, on part d'abord de l'essai clinique, on identifie ce qui sont les critères d'éligibilité de l'essai pour dire il faut que je trouve un patient avec telle pathologie, tel critère spécifique. Et donc les mecs font ça à la main. Hein. Ils vont éplucher les dossiers des patients, ils regardent, alors c'est plutôt sur informatique, mais ils vont regarder pour vraiment correspondre les différents critères, pour dire j'ai trouvé un patient qui est éligible à mon essai clinique. Et nous on s'est dit non, il ne faut pas faire comme ça. Nous ce qu'on a voulu faire, c'est changer le paradigme justement de ce principe-là, et de partir des caractéristiques du patient directement, et d'aller chercher tous les essais qui lui correspondent. Ça paraît plus logique. Et en fait, ça paraît simple comme ça, mais c'était impossible jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que les essais cliniques, c'est très protocolisé, hein, c'est enregistré sur des registres. Il faut, le promoteur, il a un essai clinique, il faut qu'il aille... Donc il y a des registres qui sélectionnent, qui enregistrent les essais cliniques, mais c'est en gros un énorme fichier Excel où on essaye de faire des requêtes type CTRL F pour dire tiens, je vais essayer de chercher des mots qui vont là-dedans. Donc aujourd'hui, c'était impossible. Et en plus, il y a un deuxième problème, donc les données, ne sont pas structurées, et 2, elles ne sont pas standardisées. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, le CHU de Clermont-Ferrand s'appelle CHU de Clermont-Ferrand.
peut s'appeler hôpital Gabriel Montpied, peut s'appeler hôpital Valéry Giscard d'Estaing. C'est la même direction de recherche clinique, mais qui est répartie sur différents sites et territoires. Et vous avez même, au sein même d'un centre, encore différentes appellations en disant bah, moi c'est le département de pneumologie. Et donc c'est impossible aujourd'hui de retraiter complètement ces registres-là. Et donc nous on a développé un système d'intelligence artificielle, on en a développé même 3. Le premier système en fait qui va aller repérer justement les différents éléments pour repérer le centre et les contacts associés, donc les investigateurs qui correspondent à ces essais cliniques. Et dans un deuxième temps on a développé un autre modèle qui là va lire les essais cliniques et donc qui va pouvoir identifier au sein du texte clinique quelles sont exactement la pathologie, le stade qui est demandé au niveau de la maladie, quel doit être l'état général du patient, quelles doivent être ses fonctions, son âge, enfin, tout cela a été structuré. Et ensuite, on a créé donc une interface intelligente, où là, en fait, on reprend le même modèle que fait un médecin quand il parle d'un dossier patient. Hein. Ils ont en règle générale entre 5 et 6 minutes, hein, ils se réunissent entre eux, et ils ont 5 à 6 minutes par dossier patient pour prendre une décision thérapeutique. Donc, de mettre en plus, de dire, ah bah, il y a peut-être un essai clinique disponible, vu que c'était déjà impossible à requêter, c'était impossible d'être fait, c'est pour ça qu'il y a 95% aujourd'hui qui n'acceptent pas. Et donc nous, ce qu'on a fait, vraiment, ça a été de développer cette interface extrêmement intuitive, bien designée d'ailleurs, pour aller dire, bah, ce patient, voilà, j'ai un patient avec une typologie, et du coup, eh ben, je trouve tout de suite, en quelques secondes, l'essai clinique qui lui correspond, et je peux directement contacter l'investigateur, qui, voilà, c'est ce que j'ai développé. Qu'est-ce que ça apporte finalement d'être dans un incubateur par rapport à seul chez soi? Eh ben, ça apporte un soulagement justement de ne pas être seul, hein, parce que quand on a la casquette, voilà, on fait du commercial, du machin, qu'on est derrière son PC, bah, d'aller à Clermont-Ferrand pour aller voir des gens sympathiques, qui nous comprennent, qui nous écoutent, parce que parler tout seul, c'est pas... Hein, quand on a envie de parler, bah, des fois c'est quand même bien d'avoir des gens qui nous écoutent, et puis qui ont des bons conseils, hein, et qui nous apportent aussi énormément de compétences qu'on n'a pas. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et tout comprendre de l'innovation. Donc ça aussi c'est quelque chose pour lesquels on a besoin d'être accompagné, parce que tout seul on ne peut pas savoir, c'est des bras supplémentaires. Merci beaucoup. Là, est-ce qu'il y a des questions pour Sébastien? Sébastien, pendant que tu pitchais, je regardais ton app côté patient. Oui. Il y a une question de néophyte. Bon, j'ai un proche par exemple qui a un mélanome de type 4, récidive, et donc j'ai... mélanome, stade voilà, 4, métastatique. 52 propositions d'essais, mais qui sont très techniques. Et le patient lambda que je connais, il n'a aucune idée s'il a des tumeurs solides avancées, une mutation HDM1, HD. Voilà, exactement. Alors là, effectivement, elle est en prototypage. On va développer, donc c'était ma troisième technologie, ce qu'on appelle l'ontologie, qui permet justement d'aller définir en fonction de ce que tu as appuyé, quels sont les essais cliniques les plus pertinents. Parce qu'en plus, là, il faut... c'est 52 essais cliniques, et il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont ce qu'on appelle pan-tumeurs. C'est-à-dire que tu peux avoir un mélanome, tu peux avoir ça, mais si tu as la mutation qui correspond, tu peux être éligible partout, puisque l'essai clinique porte sur la mutation et pas sur le type de cancer. Donc effectivement, dans ces cadres-là, alors techniquement, s'il filtre bien, il devrait arriver quand même à un module. Et l'objectif, c'est pas qu'il trouve lui-même l'essai clinique, c'est qu'il fasse la démarche de recherche, il a des QR codes qu'il doit présenter à son médecin, et le médecin, du coup, va avoir accès à la version professionnelle, et c'est lui qui va prendre la décision avec le patient, quel est l'essai clinique qui lui correspond le mieux. Les essais cliniques, enfin, il y a plein de centres de recherche, d'essais qui sont partout en France. Quelle que soit ta géolocalisation, enfin, là où tu habites, tu peux participer à un essai clinique, même si c'est un labo qui a... Alors ça, il faut faire la demande, mais par exemple, là, on a eu un cas où effectivement, le patient était à Grenoble, il avait ce qu'on appelle une tumeur neuroendocrine de la prostate, donc il n'y avait pas d'essai clinique en France, mais il y en avait un en Italie, à 3 heures de chez lui. Donc là, aujourd'hui, on n'est encore que franco-français, mais bien évidemment, l'ambition, c'est d'aller non seulement en dehors du cancer, d'aller dans d'autres pathologies, la douleur, les maladies neuro, enfin voilà, maladie d'Alzheimer, des choses comme ça, parce que ça touche énormément de gens. On a fait un sondage, et en fait, c'est les maladies dans lesquelles les gens ont plus envie de s'impliquer dans la recherche clinique. Et évidemment, d'aller au niveau européen. Et d'ailleurs, ça, c'est notre modèle économique pour le coup, puisqu'on aide les promoteurs à identifier quels sont les essais cliniques qui ouvrent sur le territoire.
partout en France et ailleurs, justement pour faire une veille concurrentielle et pouvoir se positionner en disant oula, il y a des essais cliniques qui vont arriver, donc telle publication à telle date, et donc il faut pouvoir accélérer et être présent sur le marché. Est-ce qu'il y a une autre question? Modèle économique aussi pour ton projet? Alors, donc il y a deux modèles économiques. Il y en a un qui est lié avec des accès, ce qu'on appelle administrateurs, c'est-à-dire que les promoteurs auront un accès administrateur directement dans l'application pour mettre à jour leurs essais. Parce qu'en fait, il faut savoir que les changements de protocole sont extrêmement fréquents. Il y a des cohortes qui ouvrent, qui ferment, et donc ils ont besoin de mettre à jour leurs essais cliniques, ce qui n'était pas possible avec Clinical Trial, qui mettait, une fois que tu avais fini de taper le texte, il avait déjà changé 3 fois. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'ils aient un accès direct pour qu'ils puissent faire les modifications en temps réel, et du coup que la visibilité sur l'essai clinique soit la plus fiable possible, directement avec les promoteurs. Et puis il y a la deuxième, qui est la partie la plus importante. Vu qu'on a une base de données qui est hyper structurée, qui est la seule au monde à faire ça, donc nous, ce qu'on propose, c'est un outil analytique qui permet d'aller chercher en temps réel, par établissement, combien il y a d'essais cliniques dans telle spécialité, dans tel type de cancer, cancer du sein triple négatif, et donc d'avoir une cartographie en temps réel de ce qui se passe, d'avoir vraiment un état de l'art de la recherche clinique au niveau mondial, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc un outil de veille pour les... Oui, un outil analytique qui permet d'analyser les performances d'un établissement, de pouvoir sélectionner les sites en fonction de leur appétence, et on peut intégrer d'autres bases de données qui peuvent justement être très utiles pour les laboratoires. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Oui, vite fait. Et en termes de RGPD, parce que les mots cancer, les mots comme ça, enfin, on ne peut pas plus écrire dans un CRM ou dans un truc digital. Du coup, tu t'en es débrouillé comment? Alors c'est pour ça qu'on a deux versions. On a une version à destination des patients sur lesquels il n'y a pas d'email de médecin, il y a que des mails génériques de direction de recherche clinique qui sont d'ailleurs les seuls habilités à pouvoir appréhender les questions de patients. Donc ça c'est la première chose. Et là par contre la version professionnelle, elle, vu qu'on est entre professionnels de santé, on a le droit d'utiliser leur adresse email. Par contre, il y a besoin d'informer le patient, donc ça c'est dans le cadre RGPD, on a besoin d'informer le médecin, et donc là effectivement on a identifié, donc ils vont prochainement avoir un joli petit email qui va leur prévenir que ScreenAct est disponible sur les 450 investigateurs français. Donc, Ok, donc pareil. Dernière question sur l'accessibilité pour les professionnels d'un tel service. Tu es suivi par je sais pas quoi, un service d'oncologie dans un hôpital, et tu es avec le grand professionnel, le chef de service et tout, et tu arrives avec ton QR code en disant mais il y a peut-être un essai clinique quelque part et il va bien l'accepter. Alors, effectivement, il y en a qui ne sont pas dans l'acceptation, mais quand on est dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, le grand professeur, lui, effectivement, il est focalisé sur ses essais, mais à partir du moment où il y a un interne, un des chefs de service, le fait qu'il y ait une information d'essai clinique qui existe doit être mis dans le dossier patient. Donc ça, c'est une règle éthique, et ça paraît normal. Hein. Si, en gros, tu es au courant qu'il y a un essai clinique de disponible, tu es à Saint-Étienne, c'est pas parce que tu n'aimes pas Lyon, mais si tu sais qu'il y a un essai clinique dans le cancer du sein triple négatif à Lyon, tu es obligé d'avoir cette information. Sauf que, déontologiquement, ça ne passait pas parce que j'étais pas au courant des essais cliniques, donc je ne pouvais pas informer les patients que j'avais des essais cliniques. Là, on leur donne la possibilité d'avoir accès à ces informations, et donc du coup, éthiquement, de leur proposer. Après, c'est eux qui font la démarche de lui dire « Non, vas-y pas, c'est pas le bon essai clinique pour toi, j'en ai un autre mieux chez moi. » Mais là, on sort du cadre déontologique. Ok. Merci beaucoup, Sébastien. On sent la passion. Et donc pareil, si vous voulez après aller avoir plus d'informations par rapport au moment de l'apéro, c'est un petit peu ça aussi, c'est bon de vous offrir un verre, mais aussi de donner la possibilité de poursuivre les échanges, parce que 4 minutes 30, c'est toujours un peu court pour parler d'un projet, et frustrant, hein, je le conçois. Et donc, et ben après, vous pouvez poursuivre les échanges, vous pouvez vous mettre en cercle autour des gens et leur poser plein de questions. Ils aiment bien. C'est ça. Hop. J'ai réussi à mettre sur pause. Et donc là le projet, hop, c'est aléatoire. Là, c'est le village du coup. Donc le village n'est pas
un incubateur, mais un accélérateur de start-up. C'est après, quand on accélère, ça veut dire qu'on doit monter en puissance. Et donc là, c'est le retour d'expérience qui va aussi pitcher ce qu'est Tails Up. Donc c'est Victor Jaffeux. Alors j'ai pris la petite ligne. Tails Up est une application d'aventure interactive en multijoueur. Devenez les héros de l'histoire. Bon, c'est un petit peu limité comme présentation. Du coup, je vais lui laisser la parole pour il présente son projet, ce que c'est que le projet, ce que c'est que l'entreprise Tails Up, la start-up, et en fait tout son parcours. Et donc pareil, il aura 5 minutes pour expliquer comment on passe de l'idée à l'accélération au village Baïséa. Voilà, tu as donc 5 minutes, 5 minutes 30, t'inquiète. Sincèrement, je suis rapide. Et donc c'est là, et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens un petit peu autour. Ok. Vas-y. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, moi je suis Victor Jaffeux, je suis venu aussi avec Laurent qui est chargé de communication sur Tails Up. Donc Tails Up, c'est une application d'histoire interactive en multijoueur sur mobile. Donc dit un peu comme ça peut être un peu long. En gros, c'est quelque chose un peu qui se rapproche d'un jeu de société ou d'un jeu de rôle, mais en beaucoup plus accessible. Concrètement, on est dans des aventures dans lesquelles on va avoir à prendre des décisions en équipe par rapport à des situations clés. Est-ce qu'il faut rentrer par la porte d'entrée de la banque ou est-ce qu'il faut plutôt passer par les bouches d'aération pour faire un braquage? Qui va prendre le taser? Voilà, donc ça passe par des choses comme ça. Ça ressemble un petit peu à un système, peut-être que vous connaissez, dans des Piccolo, où on va rentrer les noms au début et où ensuite, du coup, l'aventure va évoluer en fonction de nos choix. L'idée, c'est de rendre le côté un petit peu, justement, jeu de société beaucoup plus accessible, autant au niveau de la tarification que des règles. En fait, il n'y a pas de règles à apprendre, il n'y a pas de plateau à installer. Donc voilà, on est déjà commercialisé, c'est déjà disponible, donc vous pouvez déjà le télécharger. Pour revenir un petit peu sur le parcours, nous voilà, on est quand même passé aussi par le Square Lab. En fait, à la base, avec mon associé, on a lancé Tails Up juste après nos études, on a juste fait des stages justement dans des grosses boîtes. Moi, je viens plutôt du milieu de l'art et du design, et lui, du coup, plutôt du développement. On a construit toute l'équipe autour de nous, mais en fait, la brique principale qui nous manquait depuis le tout début, c'est que justement, on ne connaissait rien à l'entrepreneuriat, rien au commerce, rien au marketing. Même à ce moment-là, ça ne nous intéressait pas beaucoup. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a réussi à rentrer en contact avec le Square Lab, qui nous ont accompagnés pendant 1 an, donc de début 2020 à début 2021. Il y avait aussi le Covid, c'était un autre challenge. Suite à ça, on a réussi à sortir une démo et on a planifié justement la commercialisation. Dans ce cadre-là, on a eu la chance d'être accueillis au village Baïséa, qui nous a énormément accompagnés sur toute la partie financière en fait, parce que nous, au tout début, on avait réussi à aller sur des choses qui touchaient vraiment plus aux jeux vidéo, donc des subventions, je pense à la région, je pense au CNC. Et derrière, en fait, il fallait crédibiliser le projet au-delà du fait de juste se dire c'est un jeu vidéo cool et joli. Derrière, il fallait qu'on aille plus loin, et c'est derrière justement toute cette logique de crédibilisation du projet d'entreprise dans son ensemble, voilà, sur lequel tout ce monde nous a beaucoup aidé. Puis voilà, on a fait un petit code pour la soirée, donc qui s'appelle Upero. Donc vous pouvez installer l'application, rentrer le petit code, voilà, il y a 250 tickets, vous verrez un petit peu ce que ça représente, mais non, c'est pas mal. Et puis voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi j'en ai une du coup, parce qu'en fait on dit toujours quand on crée un projet, au fur et à mesure on pivote. Est-ce que vous, du coup, en fait, entre l'idée qu'il n'y a jamais dans votre tête et le projet aujourd'hui, est-ce qu'il a évolué ou pas tellement? En fait, c'est quand même... Le concept est toujours très proche de ce qu'on avait imaginé. La partie qui a énormément évolué, en fait, c'est 3 points clés sur le développement d'une application mobile, enfin, surtout d'un jeu mobile. C'est du coup sur l'acquisition, la rétention et la monétisation. J'ai l'impression de le dire tous les jours en ce moment. Mais donc du coup, c'est plus cette partie-là qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire comment on présente le projet, comment on arrive à garder les joueurs dessus, et comment on arrive du coup à les convertir. Les convertir, c'est réussir à les faire payer. Parce que justement, on n'est ni un jeu de société où les gens n'aiment pas juste acheter le jeu de société, ils aiment aussi acheter le côté plateau, enfin, il y a un côté collection qui joue beaucoup, et on n'est ni complètement un jeu mobile, puisque on ne va pas jouer tous les jours en allant aux toilettes, quoi. Donc c'est des sessions plus longues. Donc ça, c'est des parties sur lesquelles justement on a beaucoup évolué. Et tout le modèle est encore en train d'évoluer. Parce que même si on est commercialisé, on n'est toujours pas dans une phase de déploiement à grande échelle, on est plutôt sur la France pour le moment, justement pour tester tous ces systèmes, et d'abord faire de l'acquisition en masse. C'est quoi vos prochaines étapes et vos prochains besoins identifiés?
Oui. Au niveau du développement, donc là on a fait la version mobile, on a fait la version en ligne mobile aussi, donc voilà, on peut jouer ensemble ou à distance. Et derrière, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est le rendre encore plus accessible, et donc paradoxalement, ça passe par une version navigateur. En fait, il y a justement beaucoup de gens qui jouent à Tales Up de chez eux sur Discord. De plus en plus, en fait, on crée des histoires plus longues, plus complexes. Et en fait, naturellement, les gens vont avoir tendance à privilégier ce mode d'utilisation. Et donc derrière, c'est un peu problématique de fonctionner avec ça. Et aussi, l'idée, c'est de faire quelque chose de cross-platform, donc qui puisse connecter justement des gens qui sont un peu coutumiers des jeux en ligne sur PC à des gens justement qui sont notre cœur de cible, des joueurs plutôt occasionnels qui testent justement des jeux comme ça sur mobile. Il y a aussi plein d'autres choses, évidemment, parce que du coup, je parle pas trop des histoires, mais on en a 16 actuellement. On en développe beaucoup d'autres. Et voilà, donc de plein de types. Là, on est en train de justement tester, de faire des histoires un peu plus d'angoisse, d'horreur, des choses comme ça. On est en train de tester beaucoup de trucs aussi sur le plan créatif. Voilà. Il y a une question là. Oui. Je veux savoir si vous avez déjà cherché des financements. Oui. Et si vous les avez cherchés, comment t'expliques justement cette histoire que la rétention, acquisition, tout ça, vous êtes en train de tester. Oui. Est-ce que tu peux redire la question un peu plus clair pour les gens? Je voulais savoir s'ils avaient déjà été chercher des financements. Ouais. Et si oui, comment ils avaient présenté le fait que l'histoire de rétention, acquisition, tout ça, ils étaient encore en train de tester. Oui. Alors, du coup, la première partie des financements a principalement été des concours, des subventions. Donc en fait, tout ça, même si on avait déjà un modèle économique et un prévisionnel, ça se reposait davantage sur le potentiel du jeu. Par contre, derrière, on allait chercher des financements plus de l'ordre bancaire, on va dire. Mais à ce moment-là, même si on est encore en train de travailler dessus, on avait déjà quand même une idée très claire du modèle économique qu'on allait faire et justement des potentiels résultats qu'on allait avoir derrière. Là, on n'est plus dans une logique de perfectionnement du modèle économique. Très bien. Une autre question pour Tales Up? Eh bien, du coup, pareil, il sera à votre disposition. Et j'ai oublié, parce qu'il y a une bonne partie de l'équipe du village qui est présente. Alors, ils sont là, très habillés. Et du coup, il y a... Ah oui, bah oui. Est-ce que juste vous pouvez lever la main pour toutes, voilà, pour comme ça, hop là et ici. Donc si vous voulez aller discuter avec le village, pareil, ils sont vraiment très sympas. Ouais, voilà, ils se dispatchent. Et donc pour terminer avec le dernier projet, donc qui est rangé quelque part, qui n'est pas dans le bon ordre. Là. Hop. C'est donc le projet de Coco Shaker. Donc Coco Shaker, incubateur de projets de l'économie sociale et solidaire, qui lève timidement la main, mais on va demander un levage de main un peu plus franc. Donc elles sont là. Et donc c'est Réimpact, c'est avec Chloé Supio, sur valoriser les déchets industriels du territoire en créant des emballages logistiques réutilisables. Je ne vais pas en dire plus non plus. Donc Chloé, tu vas pouvoir venir présenter ton projet et nous expliquer aussi quoi ça sert d'être incubé chez Coco Shaker. Mais t'es là parce que je l'avais l'autre plus jaune. Ça se voyait pas que j'étais en panique quand j'étais pas là. D'accord. Bon, très bien. Et puis après, on aura la session des questions et puis notre session ce qu'on appelle Open Mic où on laissera en fait tous les incubateurs, si vous voulez faire passer un message et accélérateur, vous le pourrez. Et puis les personnes qui sont présentes aussi, si vous voulez faire passer un message, ça sera aussi le moment où vous aurez 1 minute pour parler de vos actus, présenter vite, faire un petit projet et puis après, ça sera le moment de l'apéro. Donc, Chloé, je te laisse la place. Et donc, pareil, tu as 5 minutes pour parler de ton projet et nous raconter un peu la vie avec Coco Shaker. Ok. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Chloé. Je suis maroquinière de métier. Et j'ai oublié déjà mon texte. Je suis maroquinière de métier et je développe aujourd'hui un projet de valorisation de déchets industriels. Et juste avant de vous parler de mon projet Réimpact, je veux partager avec vous une réflexion. C'est tout simplement que
aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a inventé et qui n'existe pas du tout dans la nature. C'est juste le concept du déchet. Parce que dans la nature, tout être vivant qui rejette quelque chose va se transformer, ça va être utile à un autre être vivant de nouveau. C'est un cercle vertueux. Et en fait, si on adapte cette idée aujourd'hui à la gestion des déchets, c'est peut-être ce qu'on appellerait l'économie circulaire ou encore l'écologie industrielle. Et c'est vraiment ces deux piliers, c'est le cœur de mon projet aujourd'hui. Donc Réempac, c'est la volonté de collecter des déchets industriels souples et aussi des chutes de production pour les transformer à travers une phase de couture en emballage logistique réutilisable pour les entreprises et notamment pour le transport en B2B entre entreprises. Donc les deux grands objectifs qui se cachent derrière le projet, c'est d'un côté de pouvoir valoriser et donner une seconde vie à des matières qui sont aujourd'hui considérées comme des déchets mais qui ont des vrais potentiels de réutilisation. Et d'une autre part, de préparer les entreprises à des changements de loi qui concernent les emballages, notamment le plastique jetable. Donc, par exemple, la loi AGEC prévoit qu'en 2040, il n'y ait plus aucun emballage plastique jetable qui soit mis sur le marché. Et encore plus près de nous, en 2025, c'est déjà 20% de ces emballages qui devront avoir trouvé des alternatives, et notamment par la réutilisation. Donc là, aujourd'hui, moi, je développe un premier produit qui est l'emballage palette réutilisable pour remplacer le film plastique. Alors pourquoi s'attaquer au film plastique de palette? Parce que dans mes premières recherches dans le projet Réempac, j'ai rencontré un grossiste qui m'expliquait que pour eux, déballer des palettes, ça équivaut à remplir 17 bennes de camions par an uniquement de film plastique. Et donc ça permet de se rendre compte un petit peu de ce que ça peut représenter pour les activités des entreprises en France et du potentiel de développer quelque chose sur ce plan-là. Donc là aujourd'hui, moi j'en suis à la phase de prototypage de mon premier produit. Donc j'ai fait mon premier prototype que j'ai pu tester en conditions réelles. Donc en fait c'est constitué de matériaux différents collectés en Auvergne. Donc on va retrouver de la bâche, du sol vinyle, de la moquette. En fait tous les matériaux souples qu'on peut collecter et qu'on peut coudre et imaginer une deuxième vie avec. Donc là je travaille déjà à une version 2 que j'aimerais beaucoup tester d'ici la fin de l'année. Donc d'ailleurs, si vous avez des conseils ou des contacts pour trouver une entreprise qui livre régulièrement des palettes en Auvergne, je serais très heureuse de pouvoir avoir un échange avec vous sur ce sujet pour pouvoir développer cette deuxième phase de mon projet Réempac. Donc pour parler rapidement de Coco Shaker et de mon incubation qui est en cours actuellement, ça me permet vraiment de ne pas me sentir seule parce que j'ai déjà eu un passé où je faisais une auto-entreprise que j'ai développée toute seule. Et là, je vois vraiment la différence pour monter un modèle économique, pour tout ce qui est statut juridique, en fait, tout ce que ça comprend, créer une entreprise qui est un vaste sujet. Donc je me sens vraiment accompagnée aujourd'hui et ça m'aide beaucoup dans mon projet. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions sur Chloé de Réempac? Non, mais la couture sur justement des matériaux aussi différents, c'est fait comment industriellement Alors en fait, on a besoin de machines à coudre qui sont, par exemple, comme les machines à coudre pour la maroquinerie, qui vont être adaptées à... Donc ça va être triple entraînement, voilà, on va dire c'est un peu technique, mais c'est pour que c'est l'entraînement suffisant pour pouvoir coudre des matériaux même très épais. Et donc en fait, tout à l'heure je parlais par exemple d'utiliser de la moquette. La moquette elle va me servir de scratch pour faire un système de fermeture. Enfin en fait, j'imagine en fonction des matières que je vais collecter, la réutilisation possible pour créer un emballage avec. Et le problème de la transparence, parce que je sais que c'est au niveau logistique, c'est une obligation, parce que tu as besoin de voir... Oui, ça dépend dans quel type d'échange, mais effectivement, moi là, le principe, c'est dommage, je n'ai pas d'image à vous montrer, mais faut imaginer que moi là, mon premier proto, c'est un emballage palette qui va être avec plusieurs bandes, et il y a des écarts entre chaque bande qui permettent de voir l'intérieur de la palette, effectivement. Parce que oui, beaucoup d'entreprises que j'ai rencontrées m'ont expliqué que pour eux, c'est important de pouvoir voir tout de suite ce qu'elles contiennent. Voilà. Comment ça se passe au niveau de... si c'est du transport, il y a une deuxième entreprise qui reçoit la palette Oui, alors je vise plutôt, comme je disais, l'échange B2B. Donc des entreprises qui vont se livrer entre elles et donc qui vont pouvoir mettre en place, et régulier, c'est aussi ça le mot important, pour qu'elles puissent se rééchanger à chaque livraison.
elles ont stocké leurs emballages et donc la prochaine entreprise, enfin la prochaine livraison, ça pourra être récupéré puis réutilisé en cycle régulier comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question sur la réutilisation, enfin sur le réempack et du coup sur la valorisation des déchets industriels? Oui. Mais ça suppose en fait des investissements de matériel, de locaux, etc. Qui sont importants pour, Oui, alors ça dépend à quelle échelle. Je suis encore en cours de réflexion de quelle échelle, quel besoin matériel et humain j'ai besoin. Et dans tous les cas, il faudra au moins pouvoir faire de la production. J'espère pouvoir faire de la sous-traitance locale aussi pour appuyer. Mais j'ai déjà, grâce à Coco Shaker et son réseau, pu avoir des premiers échanges avec des partenaires potentiels. Et ça se développe pas mal pour m'aider sur cette première phase de besoin production. Il y a une relève. Oui. Alors, combien coûte un robot de film plastique et combien pourrait coûter du coup ton emballage Ouais. Alors moi j'ai pas le prix de mon emballage parce que je suis encore en train de bosser dessus. Mais je réfléchis peut-être à un système de location pour pallier effectivement au prix d'aujourd'hui. Un film palette, pour emballer une palette, c'est 65 centimes. Donc il faut pouvoir être rentable derrière et prouver que c'est intéressant quand même d'avoir du réutilisable. C'est tout le défi. Et aujourd'hui, le déchet industriel, il se paye? Oui, alors aujourd'hui les entreprises elles doivent payer la collecte de leurs déchets. Et par exemple la problématique pour les petites entreprises, ça va être que comme leur quantité de déchets entre guillemets n'est pas suffisante pour les entreprises qui collectent les déchets, souvent c'est des déchets qui partent à l'incinération parce qu'il n'y a pas de filière de recyclage derrière avec des volumes suffisants pour eux. Donc là l'idée de mon projet c'est de pouvoir mutualiser une collecte entre différentes entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, on s'en fiche, mais voilà, collecter tous les matériaux qui peuvent être intéressants et avoir une deuxième vie derrière. Très bien, est-ce qu'il y a une dernière question? On est bien sur la question. Excusez-moi, c'est moi le timing, mais c'est parce que c'est la promesse d'un afterwork. Et donc, il faut tenir à la gardienne du temps. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup Chloé. Chloé est à votre disposition. Et donc là, c'est la partie qu'on appelle Open Mic, Open Micro, parce que en fait, vous êtes nombreux ce soir. L'objectif, c'est de se dire, c'est le moment aussi de passer des informations, puisque on peut passer plein d'informations sur les réseaux, mais parfois, le bouche à oreille est aussi une manière de communiquer. Donc, pour lancer le truc, si les incubateurs ou accélérateurs veulent bien prendre la parole s'ils le souhaitent pour faire passer un message, vous avez 1 minute, 2 minutes, ça laisse le temps aux personnes qui sont présentes de dire ok, est-ce qu'on veut passer. Par contre, vous êtes obligés de venir ici. Alors, allez, le damier. Non mais ça a l'air hyper spontané. Hop là. Et donc, hop, ici. Et donc pareil, 1 minute 30. Bonjour tout le monde, je suis donc Romain Barre, moi je travaille au Damier, qui est le cluster des entreprises culturelles et créatives sur la région Auvergne. Je suis en charge de l'accompagnement des entreprises et on a une actualité toute chaude. On est en plein appel à candidature pour notre incubateur donc Ubique, que Max a suivi l'an dernier, et puis il y a d'autres représentants ici ce soir. Donc c'est un incubateur dédié aux entreprises culturelles et créatives innovantes. C'est un parcours de 8 mois d'accompagnement, une vingtaine d'ateliers avec une quinzaine d'intervenants différents, d'experts, du coaching, voilà, et un suivi individuel. L'appel à projet court encore jusqu'à dimanche soir, donc voilà, si vous voulez en parler avec moi ce soir, et au temps de l'apéro, je pense que ce sera le bon moment. Faire les allers-retours, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Hop, allez, Quentin, Square Lab. J'ai une pression là. Et alors, on se met pas complètement derrière, s'il te plaît. 3 quarts. Ouais, c'est fou, hein. Pour info, on a fait un atelier pitch cet après-midi et du coup, en fait, voilà, il y a eu la critique, donc là, du coup, je suis attendu au tournant. Filmé en plus.
Ah ouais. Ouais, ils sont durs avec moi, mais je suis dur aussi avec eux, donc c'est normal, c'est de bonne guerre. Ok, donc je suis Quentin, je travaille au Square Lab en tant que Startup Manager. Mon rôle, c'est en gros d'accompagner les projets innovants de la création de l'émergence d'une idée à la création. Le Square Lab, c'est un ancien incubateur, c'est un incubateur qui a 8 ans maintenant, 9 ans, bientôt 9 ans. C'est un incubateur qui a accompagné des centaines de projets. Hein. L'année scolaire dernière, on a fait 40 projets accompagnés. Donc voilà, on est assez bien reconnu en fait, sur le secteur. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a développé notre propre méthode en fait, d'accompagnement et de formation qui est basée autour d'un parcours, le parcours Culture Startup, qui aide n'importe qui à créer sa boîte. Donc voilà, c'est un parcours avec 6 étapes, de l'idée, l'équipe, jusqu'à la création, le business plan. Non, il y a un truc important quand même, c'est que chaque incubateur a sa particularité. Nous, on accompagne du coup les projets qui répondent en fait à un besoin client. Donc ça s'appelle l'innovation d'usage dans le jargon. Donc voilà, on accompagne les projets innovants qui ont une innovation d'usage, donc qui répondent à un vrai problème que rencontrent des clients. Merci beaucoup. Des vrais clients. Et donc là, je dis, et du coup, si vous vous dites, moi, est-ce que mon idée ou mon projet correspond à l'innovation d'usage, bam, vous allez voir Quentin juste après et il vous dira. On n'est pas dans un secteur dans lequel super Bah, sympa. tu peux, oui. Pour moi, c'est pas fermé quand il n'y a pas en fait la candidature, on peut quand même interagir. Ça va commencer mi-novembre, soyez prêts quoi. Est-ce que un autre, voilà, il y a encore des petits messages à passer. Ou là c'est bon, et il n'y a pas que les personnes, pas que les incubateurs, vous avez le droit aussi en tant qu'être humain, porteur de projet, d'idées, de passer une actualité, un événement que vous trouvez intéressant et que vous souhaitez partager avec la communauté. Je ne vais pas vous forcer la main, s'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il y a là, voilà, vous avez. Bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Hélène Delinière, donc là je ne suis pas dans le milieu habituel, en fait je suis enseignante et parallèlement en fait je fais des formations parce que j'ai constaté qu'il y a une forte perte d'attention auprès de mes élèves, donc depuis de plusieurs années, mais c'était déjà comme ça quand vous étiez enfant, on a dû vous dire, enfin moi on me l'a dit, concentre-toi, sois attentif, et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on fait pour redonner l'attention à nos élèves et surtout qu'ils soient attentifs sur des temps courts, pas 6 heures par jour, mais à un moment précis. Et du coup, je me suis formée depuis quelques années avec la pleine conscience. Et donc, je mets en place des ateliers de pleine conscience avec mes élèves et j'ai vu que ça marchait. J'ai des élèves qui sont plus présents, qui sont bienveillants entre eux. Et du coup, voilà, maintenant, je mets en place des formations pour les parents, et pour les enseignants, les professionnels qui travaillent avec les enfants, les cantinières, les AESH, enfin, vous pouvez imaginer tout plein de monde. Et de plus en plus, je développe des outils avec mes élèves basés sur le développement de l'attention via la méditation pleine conscience. Donc là, je suis dans un milieu qui n'est pas habituel. Je ne sais pas si les enseignants peuvent être aidés quand ils ont des projets comme ceci via des incubateurs ou autres. Vous m'excuserez du jargon. Mais voilà, là je mets en place des formations. S'il y a des gens qui sont intéressés sur, en tant que parent, en tant que professionnel, comment on peut développer l'attention des enfants, ou sinon m'aider aussi dans la suite via comment on peut aider des gens qui réfléchissent d'un point de vue pédagogique à peut-être des outils adaptés à des enfants allant de la petite section, donc 3 ans, jusqu'au début de l'adolescence pour que l'école soit un espace plus serein, plus bienveillant et où l'attention puisse être là. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a encore... pas de souci. Je vais faire vite. Mais oui, mais c'est open mic. Hop, je fais vite parce que BUSI, Bail Clermont Auvergne Innovation, est un incubateur financé par le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche, donc dédié aussi aux enseignants. Donc c'était le petit clin d'œil que je voulais vous faire passer. Et donc nous sommes dédiés aux projets, vous l'aurez compris, scientifiques, techniques ou technologiques, innovants. D'accord? Et je vais faire simple, dès que vous présentez votre projet et que les gens ne comprennent pas ce que vous dites, vous pouvez venir nous voir. Là, c'est bon. Donc moi, je suis Véronique Jal du Connecteur et en fait, je voulais faire juste relayer une annonce qui ne concerne pas le Connecteur, mais le 8 octobre, c'est TEDx Clermont qui revient après 3 saisons de privation liées au Covid. Donc c'est à la Maison de la Culture. La billetterie est ouverte depuis une semaine, on peut encore prendre des places et puis surtout ce qu'on voudrait cette année c'est qu'il y ait plein de jeunes parce que l'expérience TEDx c'est toujours un super moment, des interventions qui sont passionnantes, donc il faut le partager au maximum. Donc si vous avez des jeunes dans votre environnement, ben, faites-les venir. Si vous avez des réseaux vers des étudiants, diffusez et faisons que cette édition de TEDx elle soit pleine de jeunes qui vont devoir inventer le monde de demain, donc on a bien besoin de les nourrir. Il va y avoir. Donc bonjour à tous, je m'appelle Delphine, je suis à l'incubateur de l'ESC et moi j'ai créé une marque de lingerie d'allaitement absorbante parce que quand j'ai allaité mes 2 enfants, je ne m'y suis pas retrouvée dans la lingerie classique qu'on pouvait trouver en coton blanche ou avec des cœurs bleu marine, vraiment je ne m'y suis pas retrouvée et j'ai créé un produit absorbant pour ne pas avoir besoin de mettre de coussinet d'allaitement et donc c'est en vente sur le site de Flatté et voilà, on peut se l'offrir à soi, à sa sœur, à ses amis, voilà, ça fait un beau cadeau pour se sentir féminine, être belle, il y a des couleurs, de la dentelle, du satin et c'est produit en Europe. Voilà. Écoutez, bonjour à tous, je suis Patrick Chanté, je suis le fondateur en développement de Biz in Shape. En fait, je vais faire une annonce. L'annonce est que dans un mois précisément ici, j'ai l'honneur d'animer une conférence qui va porter sur le thème de la confiance en soi. Et je sais que c'est un thème qui parle à tout le monde et qui est indispensable et nécessaire dans tous les domaines. Du coup, vous y êtes conviés et puis très prochainement, vous verrez la communication passer sur les différentes plateformes de LIGO et on vous attend. Est-ce qu'il y a un... Voilà. Et ben bonsoir, moi je suis Benjamin Boris, je suis formateur en prise de parole en public à Clermont. Et ben je vais rebondir sur ce que tu as dit. Et je remercie déjà par avance LIGO, puisque le 20 octobre ici, on organise aussi un afterwork sur l'art de pitcher, justement. Donc si vous avez des projets qui soient juste dans votre tête, qui soient déjà développés, qui soient déjà avancés, on recherche, on va dire, on va le préciser, mais au moins on va dire 3 personnes qui viendraient pitcher devant les gens qui seront là. Et moi je leur ferai un petit débrief en live, on verra voilà, comment améliorer le pitch, quels conseils on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut modifier pour s'améliorer. Et si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à revenir vers les filles à LIGO pour vous inscrire. Et on sera ravis de vous accueillir le 20 octobre, un jeudi soir, à 18h30 je crois, à LIGO. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Instagram, vous verrez vraiment tous nos événements, ils sont gratuits. Ça peut vraiment vous aider dans l'accompagnement de la création de vos sociétés, de vos projets. Quand vous venez, tout est écrit là-bas, sinon sur les réseaux, vous trouverez toutes les infos. Okay. Bon. Du coup, après, ça fait tard pour l'apéro quand on arrive 20h. Donc, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je pense aussi pour les porteurs de projets, c'est hyper important de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a plein de portes d'entrée possibles en fonction de la nature de votre projet. Les apéros, c'est toujours une communauté bienveillante. Donc, vous avez dans l'assemblée aussi des entrepreneurs avec qui vous pouvez aller échanger. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle ? Voilà, hop, hop, hop. Donc tous ces gens-là, c'est ceux qui ont porté des projets. Et donc si vous avez envie de discuter avec eux, ils sont super sympas aussi. Juste pour précision, tous ceux qui ont pitché, j'ai oublié de le dire,
On va aller dans une petite salle au fond pour refaire la même chose, mais en 1 minute, en vidéo. Pour alimenter le site Apéro Auvergne. Et j'ai juste oublié, je suis désolée, c'est mon moment autopromo, mais qui c'est elle? En fait, moi je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste et rédactrice en chef pour le Connecteur. Et donc sur Clermont-Ferrand, c'est le Connecteur qui organise bénévolement les apéros en partenariat toujours avec des superbes et merveilleuses personnes. Et donc voilà, c'était le petit mot, je me suis dit que j'avais oublié de le mentionner au début. Donc maintenant, c'est l'heure de l'apéro, on va sortir les bouteilles, les petits gâteaux et les saucissons. Et on va aller chercher à la main avec Maëlle qui est ici, qui vient donc d'intégrer le Connecteur en tant que service civique. Il va venir, on va faire les vidéos ensemble. Et là, il a envie de se cacher. Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et c'était hyper inspirant et vous êtes tous très merveilleux quoi. Voilà. Merci beaucoup.